la parole est à Chloé Sada, qui est praticienne hospitalière, ingénieure de recherche à l'école vétérinaire de Toulouse et qui va nous parler d'un de ses projets de recherche sur la caractérisation de la semence des taureaux naturellement infectés par le virus de la MHE. Merci. Bonjour à tous. Donc, Théo et moi qui sommes résidents, ainsi que deux thésards vétérinaires et les professeurs Corbière, Hagen et Schacher, on travaille sur un sujet un petit peu plus confidentiel qui sont la fertilité des bovins mâles en rapport avec la maladie hémorragique épizootique. Et donc, dans ce cadre-là, on a essayé de caractériser un peu la semence de taureaux naturellement infectés ainsi que leur fertilité. Du coup, les deux questions majeures qu'on s'est posées par rapport à ça, c'était finalement le virus, le HDV8, du coup, est-il excrété ou pas dans la semence, que ce soit pendant ou après l'infection, puisque en fait, on fait l'analogie avec la FCO, et la FCO il est capable d'être infecté pendant et même après la phase de virémie. À l'heure actuelle, il n'y a pas de papier là-dessus, on n'en sait rien. Et la deuxième question, c'était finalement l'infection par ce virus. Est-ce qu'elle a un effet sur la fertilité des taureaux? Et si oui, essayer de la caractériser. Pour combien de temps? Est-ce que c'est réversible ou pas? Donc, je préfère prévenir tout de suite, c'est une étude préliminaire. Les données que je vais vous présenter là, elles datent de l'épisode d'automne dernier. On est toujours en cours, donc les résultats sont encore partiels. Donc, pour recruter nos cas, ce sont des cas référés. Donc, en fait, c'est les vétérinaires traitants qui, sur le terrain, voyaient des animaux cliniques, que ce soit un cas dans le troupeau où le taureau se trouvait ou le taureau lui-même qui était clinique. C'était ça notre motif d'appel. On a aussi des associations, des organismes type GTV, GDS qui ont fait appel à nous, notamment par exemple pour des journées de prélèvement de taureaux. Donc, le motif de recrutement, c'était un cas clinique, soit sur un animal du troupeau, confirmé par PCR, ou un cas clinique sur le taureau en lui-même. Ensuite, on se rendait sur place et puis, à l'aide d'un questionnaire, on interrogeait un petit peu l'éleveur sur le premier cas clinique repéré, les analyses qui avaient été faites, les classes d'âge d'animaux touchés, et puis sur le taureau en lui-même, qu'avaient donné ses performances de reproduction sur la période et après, et puis sur sa phase clinique en lui-même et notamment sur la gravité. Ensuite, on procédait à la collecte de semences en elle-même. Alors, cette collecte, tout le monde n'est pas forcément familier avec ça, mais en fait, on procède à l'examen de l'appareil génital. Donc, on va venir palper les testicules, les échographies également. Ensuite, on procède à la collecte de semences, donc par électroéjaculation. Hop, je ne sais pas si on le voit pas. Tac. Voilà, donc vous avez là l'électroéjaculateur et vous pouvez voir là sur les deux échantillons que je vous ai mis sur la droite que c'était très variable d'un taureau à l'autre ce qu'on récoltait. Donc à gauche vous avez de la semence a priori de bonne qualité et qui est blanchâtre, ce qu'on pourrait attendre d'un taureau en bonne santé, et à droite clairement c'est pas le même cas. Donc, ce qu'on évaluait via cette collection de semences directement au chevet de l'animal, parce que ça a besoin d'être fait immédiatement après la collecte de semences pour que les spermatozoïdes restent le plus au chaud possible, c'était la motilité massale et individuelle, je vais y revenir, qu'on fait sous microscope. Donc, on a tout un petit montage à faire près du taureau, mais également la concentration qu'on fait par spectrophotométrie. Et ensuite, de retour à l'école vétérinaire de Toulouse, on réalisait un spermogramme donc pour évaluer les anomalies morphologiques. Vous pouvez voir là, par exemple, qu'en bas à gauche, vous avez deux spermatozoïdes qui ont une tête à peu près normale et que celui en haut à droite qui apparaît tout blanc a ce qu'on appelle une gouttelette cytoplasmique proximale, donc qui traduit une anomalie de la spermatogénèse. Donc, on essayait d'évaluer le pourcentage de spermatozoïdes atteints. On lançait également des analyses, que ce soit sur sang, pour rechercher MHE et FCO, puisque cliniquement c'est indiférenciable, mais également sur semences. Donc, concernant notre population d'études, c'était une étude sur appel vétérinaire traitant. On n'a pas eu trop le choix des taureaux à prélever, de leur emplacement ou de leur race. Donc, on avait une population majoritaire sur les 45 taureaux qu'on a prélevés, la majorité représentée par les blondes d'Aquitaine, suivies des limousines et puis des aubracs. On a prélevé 45 taureaux provenant de 31 élevages au total. Alors, il faut savoir qu'on a inclus dans le protocole tous les taureaux pour lesquels on a été appelé, par souci de simplicité. Et donc, dans l'eau, on a été appelé pour des taureaux qui n'avaient pas été infectés par la MHE.
ou alors le troupeau avait été infecté, mais manque de chance, le taureau, lui, ne l'était pas. Et donc ça, c'était 15 taureaux qui provenaient de 10 élevages. On a également eu le cas de taureaux qui étaient viropositifs PCR au moment du prélèvement, parce qu'au moment du prélèvement, on réalisait une prise de sang pour avoir vraiment les caractéristiques du taureau à l'instant du prélèvement de la semence, mais qui n'avaient pas été vus cliniques par l'éleveur. Donc c'était sur base de déclaration éleveur et vétérinaire. Et enfin, on avait dans la majorité des cas des taureaux qui étaient positifs par PCR au moment du prélèvement et qui avaient également présenté un épisode clinique. Donc là, ce qu'on peut déjà voir sur les caractéristiques de nos prélèvements, c'est qu'il y a un fort delta, un délai en fait entre la clinique, soit du troupeau, si le taureau n'a pas été vu clinique, soit du taureau en lui-même, et la date du prélèvement qui dépasse légèrement les 3 mois, enfin qui est autour des 3 mois. Bon, ça, c'est une des limites majeures de notre étude, et en fait, c'est lié au fait que l'éleveur voit le taureau malade, il appelle le vétérinaire traitant, la PCR est lancée, on est appelé, on y va, donc tout ça occasionne un délai de prélèvement qui était incompressible à ce moment-là, le temps de la mise en place de l'étude, et qu'on a essayé de raccourcir là cet automne. Donc en termes de population et de charge virale, donc vous avez à gauche le CT au moment du prélèvement, donc plus vous êtes bas, plus la charge virale est importante. Et puis là, vous avez le délai entre l'épisode clinique, soit du troupeau si le taureau n'a pas été vu clinique, soit du taureau lui-même. Et donc, ce qu'on voit, c'est une tendance, hein, ça nécessite vraiment d'être confirmé, mais c'est à peu près ce qu'on attendait, c'est-à-dire que plus on attend entre le moment où le troupeau a été vu clinique et le moment où on le prélève, plus la charge virale diminue. Et on a l'impression que les points bleus, donc c'est-à-dire les taureaux qui n'ont pas été cliniques, présentent une charge virale moindre. Mais ça nécessiterait d'être confirmé sur une étude avec beaucoup plus d'effectifs. En ce qui concerne maintenant les résultats sur sang et sur semences, alors le tableau est incomplet parce qu'en fait on va faire un envoi groupé, donc on n'a pas encore tous les résultats. Cependant, ce qu'on constate, c'est qu'on avait 30 taureaux, donc 8 qui n'ont pas été vus cliniques, 22 qui ont été vus cliniques, mais qui étaient virémiques au moment du prélèvement, donc 30 sur 30 positifs en PCR. Mais sur cela, côté semences, on a 30 sur 30 animaux qui étaient négatifs. Donc, on n'a pas trouvé de virus dans la semence de cela. Après, il faut garder à l'esprit qu'on a pu prélever au qu'on a pu prélever au mieux des taureaux 1 mois après épisode clinique. Donc, pour l'instant, tout ce que ça nous permet de dire, c'est que sur ces 30-là, 1 mois après épisode clinique, on n'en avait pas dans la semence. Et c'était à un instant unique. Côté anticorps, on n'a pas encore les résultats. Côté FCO, pareil, on n'a pas encore tous les résultats côté PCR et anticorps. Par contre, les 30 qu'on a prélevés n'avaient pas de virus BTV dans la semence. Donc voilà, ça reste des conclusions partielles, mais ce sera à compléter avec les analyses qu'on fait cet automne-là. En ce qui concerne, donc ça c'était plutôt côté sang, semences, donc la première question qui était excrétion. La seconde c'était côté impact sur la fertilité taureau. Voilà le pronostic fertilité qu'on a établi en fonction des groupes d'études. Donc ce que vous pouvez voir, alors il faut voir que les taureaux HDV négatifs, on avait quand même un appel pour infertilité. Peut-être que ça n'avait rien à voir avec la MHE, mais il y a des cas de bésnotiose par exemple, mais ils avaient quand même a priori un problème de fertilité. Bon, ce qu'on constate, mais pareil, à prendre avec des pincettes vu les effectifs, c'est que pour des taureaux qui ont été infectés par la MHE, qu'ils aient été cliniques ou pas, on a quand même une proportion légèrement plus importante de taureaux qui s'en sortent avec un pronostic défavorable à réserver. Ce pronostic, il est établi à partir de 3 choses qui sont l'échographie testiculaire, le résultat de l'examen de l'appareil reproducteur, le résultat de l'analyse de la semence réalisée auprès du taureau, et puis le résultat des anomalies morphologiques, donc le spermogramme qu'on réalise à l'école. Donc si on fait le point sur ces trois choses en suivant, côté ce qu'on appelle calcification testiculaire, ce qui représente en réalité de la fibrose testiculaire. Donc en haut à droite, ici, vous avez un testicule qui est à l'échographie tout à fait normal, qui a une échohygiénicité qui est homogène, mis à part le rété testis au centre qui apparaît hyper échogène. Donc ça, c'est un testicule qu'on qualifierait de normal à l'échographie.
La seconde image, c'est un testicule avec des calcifications testiculaires modérées. Donc on peut voir qu'il y a des cônes d'ombre, que le rété testis est épaissi. Et puis tout en bas, c'est un taureau qui présente des calcifications testiculaires sévères. Et donc en fait, tout ce parenchyme testiculaire-là est fibrosé et ne sert plus à la production de spermatozoïdes. Donc, ce qu'on constate, nous, quand on ramène ça à nos 3 groupes, c'est que, encore une fois, pour les individus qui ont été cliniques, on a peut-être légèrement plus, mais encore une fois, ça concerne très peu d'individus, de calcification testiculaire légère à modérée, et encore, on le retrouve même chez les animaux non cliniques. Bon, ça reste à confirmer. Excusez-moi. En ce qui concerne la motilité, donc on a 2 analyses de motilité. On a la motilité massale. Donc en fait, ça consiste à prendre une goutte de l'éjaculat, à le mettre sous lame. Donc la lame, elle est chauffée auparavant pour que le sperme reste à température. On le regarde à faible objectif et en fait, on score la motilité de 0, la goutte ne bouge pas du tout, à 5, on a d'énormes tourbillons, sachant que cette motilité, elle dépend évidemment de la concentration qu'on obtient. Et donc, là encore, on a une majorité de rouge clair, donc de motilité massale faible, chez des animaux qui étaient virémiques au moment du prélèvement. Quand on regarde la motilité individuelle, bon, encore une fois, ça reste à prendre avec des pincettes. Quand on regarde la motilité individuelle, là, pour le coup, on va vraiment à l'échelle du spermatozoïde, donc on va à plus fort grossissement. Et en fait, on regarde sur plusieurs champs le pourcentage de spermatozoïdes dits fléchants, c'est-à-dire qui vont nager droit dans le champ, pas qui font des tours sur eux-mêmes ou qui ne bougent pas. Donc des spermatozoïdes qui pourraient aller féconder l'ovocyte. Et donc là, ce qu'on constate, même si des barres d'erreur se recoupent largement, c'est qu'on a une tendance à ce que des animaux qui étaient viropositifs et cliniques, il y a un petit peu plus de dispersion dans ceux-là et on en a un petit peu plus qui présentent une motilité individuelle faible. En ce qui concerne maintenant le spermogramme et donc les anomalies morphologiques, là on constate que sur les groupes qu'on a là, excusez-moi, on n'a pas d'anomalie, enfin on n'a pas de différence marquée concernant le pourcentage de spermatozoïdes normaux, que ce soit un taureau qui était clinique ou juste virémique. Et quand on regarde le pourcentage d'anomalies majeures, donc c'est des anomalies qui ont été décrites comme qui traduisent un impact fort sur la spermatogénèse, on constate que nos taureaux virémiques, qu'ils aient été cliniques ou pas, sont légèrement au-dessus du groupe bleu, mais encore une fois, donc des taureaux non cliniques, mais encore une fois, les barres d'erreur se recoupent largement et ça reste une tendance. Donc finalement, notre étude, pour l'éleveur, elle avait un intérêt, c'était l'aide de décision à la réforme, c'est-à-dire lui dire à un instant T, le taureau était bon ou pas pour la reproduction, il faudrait le revoir, ou là, étant donné par exemple les lésions testiculaires et l'analyse de la semence, on conseille sa réforme immédiate. Ça nous a permis d'acquérir des connaissances notamment sur la durée de PCRMI, parce que, de ce qu'on appelle PCRMI, c'est-à-dire la durée de temps pendant laquelle un animal peut être positif par PCR après phase clinique, puisqu'on a vu qu'il y a des animaux qui ont prélevé 3 voire 4 mois après l'épisode clinique présumé et qui étaient encore positifs PCR. Ça nous a aussi permis de dire que, a priori, d'après nos 30 échantillons et 1 mois après la phase clinique, on n'a pas vu de virospermie, ce qui est plutôt une bonne chose, mais ça nécessite d'être confirmé. Et puis, le mieux, en fait, ce serait de les prendre directement à l'infection et donc de faire de l'infection expérimentale. Les limites de notre étude, c'est bien sûr les effectifs. Et puis, en fait, c'est le délai entre la phase clinique du taureau et puis le moment où nous, on peut le prélever, ou la phase clinique troupeau et le moment où nous, on peut le prélever. Et par rapport à ça, s'ajoute un autre problème qui est la durée de la spermatogénèse, puisque en fait, quand un épisode hyperthermisant arrive pour un taureau, la spermatogénèse, c'est un processus qui prend légèrement plus de 2 mois. Et donc, par rapport à la clinique, à la durée de la spermatogénèse, finalement, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on est à un moment où la spermatogénèse, on est 2 mois et quelques après, et donc théoriquement, le taureau a retrouvé toutes ses capacités post-infection, ou est-ce qu'on est en plein milieu? Et donc, il y a des taureaux pour lesquels on a décidé qu'il vaudrait mieux les revoir, après, avant de les condamner définitivement. Donc voilà, par rapport à ça, les perspectives de notre étude, ce serait de prélever en phase initiale d'infection. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire cet automne. C'est difficile parce que, encore une fois, on a cet aller-retour entre le taureau est vu, le vétérinaire nous appelle, la PCR revient, et donc on a essayé de le faire vite. Il y a quelques taureaux qu'on a réussi à attraper 1 semaine post-infection, mais ce n'est pas la majorité, malheureusement.
Et puis, le gold standard, ce serait quand même d'avoir une affection expérimentale et de pouvoir suivre les taureaux le plus vite possible, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Donc, voilà. Eh bien, je vous remercie de votre attention et je vais rendre la parole comme ce taureau.